Les hasards de la guerre avaient conduit, la veille, chez Nabucet, le capitaine Pleyre, son ami d'enfance, personnage que Nabucet n'avait pas revu depuis 30 ans et que certes il n'eût pas reconnu dans la rue. Pourtant ils avaient grandi porte à porte, mais la vie les avait séparés. Tandis que Nabucet devenait professeur, qu'il se faisait dans sa petite ville une réputation de savant et d'élégant, Pleyre, séduit par l'aventure, rengageait, partait pour les colonies, prenait du grade et finissait capitaine. Entre-temps, il devenait veuf, tout comme Nabucet lui-même, et la guerre survenant, il reprenait du service. On venait de le changer de garnison. Il s'était souvenu alors de son vieil ami Nabucet, et il lui avait écrit. Il était là depuis la veille, plaisir et économie. Tout compte fait, il eût été agréable de loger chez Nabucet. La maison était spacieuse, confortable, bien chauffée, très bien meublée. Quel homme de goût, ce Nabucet. Rien de banal chez lui. On voyait tout de suite qu'il aimait les belles choses. Des tapis, des tentures, des tableaux, il y en avait à profusion. Et quel lit douillet que celui dans lequel le capitaine avait dormi. De la vraie plume, où l'on enfonçait jusqu'aux yeux quelque chose de si agréable, de si doux qu'on souriait, rien que d'y penser. Oui, certes, il eût fait bon établir ses quartiers ici. Malheureusement, il n'y fallait pas songer. Anna, la vieille bonne, ne paraissait guère y tenir, et d'autre part, le capitaine Pleyre avait saisi au vol des allusions de Nabucet lui-même à certains hôtels qui offraient toute garantie. Le capitaine n'insisterait pas. Dès ce soir, il irait à l'hôtel. Il y serait moins bien, c'est vrai, mais il y gagnerait d'être plus libre. Il y avait à tout des consolations et des avantages. Le capitaine Pleyre se faisait ses réflexions devant une tasse de chocolat dont la pareille n'avait jamais existé que dans les rêves. Quelle crème! Il la savoura, et la tasse vidée, il fit un petit tour dans la pièce, en suçant ses moustaches qu'il avait longues, retombantes et grises. Eh bien, que sera la vie ici, pensa-t-il en soulevant un rideau. Il fit une moue. Est-ce que la vie n'était pas partout la même? Est-ce qu'elle n'était pas triste partout? Le ciel était gris, le jardin sous la fenêtre noyé et nu. Il rêva à l'Indochine, et puis les Congaïs, tandis qu'ici... Et laissant retomber le rideau, il se refit le conte qu'il se faisait tous les jours depuis des années. C'était un conte simple, presque naïf. La guerre finissait, il se retirait dans une petite ville où il vivait de sa pension bien tranquillement et sans se mêler de rien. Il louait une petite maison assez retirée afin de n'être pas embêté chez soi. Et le conte commençait réellement ici. Il devenait l'ami d'un inspecteur de l'assistance publique. L'ami véritable, intime. Alors voilà. Rien ne l'empêchait plus de prendre à son service dans cette petite maison retirée quelques jolies filles de 16 ou 18 ans, voilà. Il allait trouver son vieil ami, il lui disait 2 mots à l'oreille, et l'ami faisait apparaître les plus jolies de ses administrés. Le capitaine n'avait plus qu'à choisir. Cette petite blonde ne lui disait rien, mais il y avait là cette brune qui, une fois lavée, un rêve. Et le cœur du capitaine Pleyre palpitait. Il emmenait la petite brune. Les voilà seuls tous deux dans la maison. Je serai avec vous comme un père. Et en effet, il était bon, indulgent, réservé. Il donnait à la petite des conseils, il lui achetait une robe, un jour il la fardait. Si je vous maquillais, c'est ça qui serait amusant. Et la petite se laissait faire, ravie, heureuse et perdue de reconnaissance. Et ainsi, de fil en aiguille, tout cela était charmant. Personne ne se doutait de rien. Un vrai rêve turc. C'était un rêve dans lequel il retombait dès qu'il était seul, qu'il promenait avec lui dans la rue, au café, à la caserne, partout où il allait. 100 fois, il avait essayé de nouer des rapports avec un directeur de l'assistance publique. En vain. C'était même curieux, cette espèce d'impossibilité à nouer des relations avec quelqu'un occupant ce poste. On aurait dit qu'une volonté hostile à son projet... Bah, murmura le capitaine Pleyre en fronçant les sourcils. Il s'approcha d'une glace. Évidemment, il vieillissait, mais il n'était pas encore tellement décati.
Les joues étaient molles, l'œil commençait à se brouiller. Les cheveux, la moustache étaient gris, mais il n'était pas chauve. Il avait le teint frais, les dents saines, et sa vigueur restait entière. 58 ans. Il s'était laissé dire que des vieux de 70 ans trouvaient encore le moyen de se faire adorer par des filles de 18. Il arrangea sa cravate, se brossa les cheveux, peigna sa moustache, se passa un peu d'eau de lavande sur les joues et sortit. La veille, Nabucet lui avait fait visiter la maison de fond en comble. Au moment où ils s'étaient séparés, il lui avait montré sur le palier une porte en disant « Demain matin, tu sors, tu frappes à cette porte et tu me trouves dans ma chambre. C'est très simple. » Le capitaine s'approcha de cette porte, frappa et prêta l'oreille. « Entre, entre, mon cher !» répondit la voix suave de Nabucet. « Tourne le bouton et entre !» Ce qu'il fit. Comme tous les matins, Nabucet faisait sa culture physique. En pyjama, le torse nu, les cheveux et la barbe trempés d'eau, il était debout au milieu d'un tapis, exercice respiratoire. Il s'approcha, serra la main de Pleyre en souriant. « Tu permets que je continue ?»« Ben, ça m'intéresse, » répondit le capitaine Pleyre en cherchant de l'œil un siège. Il trouva un pouf. « Continue, mon cher, vas-y. »« Attends, ouvre cette petite armoire devant toi. Bon, il doit y avoir là une bouteille de Porto et des verres. Serre-toi. » « Volontiers. Le Porto après le chocolat, pourquoi pas. »« Bien dormi ?»« Comme un enfant. »« Ravi. » Et Nabucet continua ses exercices. Il était petit, mais solide, musclé, poilu. Et tout son effort par la pointe de sa barbichette semblait orchestrer l'univers. On lui aurait donné 50 ans à peine. Il en avait 55. 3 ans de moins que moi, et il est aussi moins blanc. La poitrine de Nabucet se gonflait lentement, les muscles de ses bras se tendaient, se détendaient avec douceur et souplesse. Quelle santé! Le capitaine le considéra un moment, puis il avala une gorgée de Porto, s'essuya la moustache et se leva pour poser son verre sur un guéridon. « Mon cher Adrien, veux-tu que je te dise une bonne chose, hein? Veux-tu me permettre une remarque ?» Nabucet croisa les mains derrière le dos, laissa retomber ses épaules, croisa les jambes. Gymnaste au repos. « Bien volontiers, mon cher Paul. » Le capitaine vint appuyer son index sur la poitrine de Nabucet. « Tu ne t'y prends pas tout à fait comme il le faudrait, mon cher. »« Tiens. »« Non, tu ne vas pas en mesure, mon cher Adrien. Ou tu vas trop vite, ou tu vas trop lentement. Permets-moi de te dire que c'est travailler contre toi-même. En mesure, tu m'entends ? Sinon c'est le cœur qui souffre, les poumons, le foie, tout l'organisme. C'est ce que je me tue à leur dire. » acheva-t-il en se plantant devant Nabucet, les jambes écartées. « À qui ?»« Ben, aux instructeurs. Veux-tu me permettre de te... »« Avec plaisir. »« Garde à vous !» commanda le capitaine, en se mettant lui-même au garde-à-vous, main aux hanches. Ils exécutèrent le mouvement ensemble. « Main aux hanches, extension verticale des jambes, commencez. 1. » Lentement, ils élevèrent la jambe droite en se regardant dans les yeux. Quand sa jambe fut devenue horizontale, le capitaine poussa une sorte de grognement. Et la jambe redescendit. Celle de Nabucet de même. « Repos !» Nabucet croisa les bras. « Vois-tu maintenant comment il faut faire ?» demanda le capitaine. « En mesure. Veux-tu reprendre ?»« Certainement. »« Garde à vous. Bien. Main à la poitrine. Là. La tête bien droite, les épaules bien dégagées. Rentre le ventre. Bon. Respire à fond. Bien. Très bien. Extension latérale des bras. Commencez. 1. Doucement. Doucement. En mesure. Vide bien tes poumons. Là. Halte. C'est parfait. Tu vois, tu saisis les nuances, la méthode. Entre nous, mon cher, tu es un homme étonnamment conservé. Rarement vu des bras pareils à cet âge-là, pas une once de graisse, tout en muscles. Tu fais beaucoup de culture ? Tous les jours. Jamais d'agrès, hein ? Jamais. Méfie-toi des agrès. Je me tue aussi à leur dire ça. Nous ne tenons pas à devenir des acrobates, hein ? De la suédoise, faite en mesure, un point, c'est tout. Avec ça, on ne craint pas la vieillesse. Et il lampa son verre.
Ça suffira pour ce matin, dit Nabucet. J'ai une journée très très chargée. Tu permets que je m'habille? Je te dérange? Du tout, nous pouvons bavarder pendant ce temps-là. Nabucet passa derrière un paravent. Le capitaine se versa un second verre, reprit sa place sur son pouf, et la conversation continua. Entre nous, mon cher, dit le capitaine, la vie est brève. Et quel est le but de cette vie, sinon le bonheur? Carpe diem, répondit Nabucet derrière son paravent. Qu'est-ce que tu dis? Il faut prendre le temps comme il vient. Encore une gorgée de Porto. Combien d'habitants ici? 20 000. C'est une ville gaie? C'est pas précisément une ville gaie, mais c'est une ville attachante, séduisante. Tu verras, si tu restes un peu parmi nous, tu en subiras le charme. Un théâtre? Oui, des cinémas. Des cafés? Parbleu! Où te crois-tu donc, mon cher Paul? Tu te crois encore à la colonie, il me semble. C'est ici une ville comme toutes les villes, ni plus gaie, ni plus triste qu'une autre. Tu as peur de t'y ennuyer? Nous ne s'ennuie-t-on pas? Mais tu auras ici le cercle militaire, que sais-je, les réceptions à la préfecture. Fais-tu des armes? Tires-tu à l'épée? Au mot d'épée, le capitaine Pleyre dressa l'oreille. Ça, dit le capitaine, ça me connaît. Est-ce qu'il se serait jamais battu en duel? Se demanda Nabucet. J'ai été mêlé à 13 affaires, dit Pleyre. À 2 pour mon propre compte, et qui, note bien, se sont toutes terminées sur le terrain. Nabucet sifflota. Mazette, tu es un homme redoutable. Je n'ai jamais transigé sur une question d'honneur, affirma solennellement le capitaine. Oh, il faudra raconter ça. Le cercle de l'épée sera enchanté d'une recrue comme toi.